Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment fascinante, mais aussi, on va le voir, très controversée. Elle nous vient d'un livre de 1869, Le génie héréditaire, de Francis Galton. Et cet ouvrage, c'était en fait l'une des toutes premières tentatives de répondre de manière scientifique à une question qui nous taraude tous, n'est-ce pas? D'où vient le talent? Et au cœur de tout ça, il y a cette question, la question qui a obsédé Galton, et qui finalement intemporelle. Le génie, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que ça s'acquiert? Naissance ou éducation? C'est exactement ce qu'il a cherché à découvrir. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir son idée, il faut d'abord s'intéresser à l'homme derrière tout ça, Francis Galton, et bien sûr à la thèse principale de son livre. Une thèse qui à l'époque a vraiment fait l'effet d'une bombe. Alors voilà, on y est, le cœur de sa théorie. Pour Galton, le talent exceptionnel, l'éminence, comme il l'appelle, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Non, non. Il était persuadé que ça se transmettait de génération en génération, un peu comme la couleur des yeux ou la taille. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était une idée complètement révolutionnaire. Et cette citation, franchement, elle résume tout. Elle montre bien son ambition. Il ne se contente pas de suggérer un lien, hein. Il affirme carrément que les lois de l'hérédité, celles qu'on connaissait pour le physique, s'appliquent aussi à l'intellect, au talent. C'est une affirmation incroyablement audacieuse. Son but, c'était vraiment de faire de l'étude du génie une science pure et dure. Ok, mais comment on trouve un truc pareil? Une idée aussi audacieuse? Ce n'est pas simple, c'est sûr. Et c'est là qu'on en arrive à sa méthode. Et vous allez voir, elle était tout aussi originale que sa thèse. Alors pour conceptualiser son étude, Galton a utilisé une métaphore vraiment puissante. C'est simple, pour lui, le monde, c'est comme un gigantesque examen. Et dans cet examen, la réputation, les accomplissements, eh bien ce sont les notes que la société attribue aux gens. Du coup, les personnes les plus éminentes, c'était tout simplement celles qui avaient les meilleures notes à cette espèce d'examen de la vie. Maintenant, pour trouver concrètement ces gens avec les meilleures notes, il lui fallait une sorte de base de données. Et il l'a trouvée, dans un dictionnaire biographique de son époque, le Men's of the Time. C'était en gros une compilation des personnes les plus respectées, les plus douées de son temps. C'est devenu son point de départ pour toute son analyse. Et là, on a un petit aperçu de ce qu'il a trouvé. Il a catalogué près de 2500 hommes, classés par profession. Et ça donne une image assez claire de qui était considéré comme éminent à l'époque. On voit que les auteurs sont tout en haut de la liste, suivis par les ecclésiastiques, les hommes d'État. Bref, ça, c'était sa matière première. Mais attention, avoir une liste d'hommes éminents, en soi, ça ne prouve absolument rien sur l'hérédité. On est d'accord? Non, pour Galton, la vraie preuve, le cœur de son argument, ça se trouvait ailleurs, dans la façon dont ce talent apparaissait, ou pas, au sein des familles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plongé dans la généalogie. Il s'est mis à éplucher les arbres généalogiques, à traquer les pères, les fils, les frères, les cousins de tous les hommes de sa liste. Il cherchait des schémas, des répétitions. La question était finalement assez simple. Est-ce que cette éminence est juste une coïncidence ou est-ce que c'est une caractéristique qui revient sans cesse dans certaines familles? Et cet exemple-là illustre parfaitement son propos. C'est un des cas les plus frappants de son livre, L'arbre généalogique de la famille Grégory. Il suffit de regarder cette concentration incroyable de professeurs, de mathématiciens, de médecins sur plusieurs générations. Pour Galton, impossible que ce soit une coïncidence. Pour lui, c'était la preuve vivante de sa théorie. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté à une seule famille. Il a documenté des dizaines d'autres cas pour bétonner son argument. On a les North, les Sidney, les Littleton. Famille après famille, il pensait avoir trouvé la preuve irréfutable d'un modèle, d'un héritage intellectuel. Bon, maintenant qu'on a vu sa méthode et ses preuves, passons aux conclusions. C'est la dernière partie. Et on va voir ce que Galton a tiré de tout ça, et surtout, les implications qui en ont découlé. Des implications profondes et, on doit le dire, souvent assez troublantes. Sa grande conclusion, c'est que le génie n'est pas une qualité unique, monolithique. Non. Pour lui, c'est une combinaison de 3 traits bien distincts, et tous les 3 seraient hérités. Et le point clé, c'est qu'il faut les 3. En avoir un ou 2, ça ne suffit pas pour atteindre les sommets. Alors, décomposons un peu ces 3 ingrédients. D'abord, il y a la capacité. Ça, c'est le talent brut, l'intelligence pure. Ensuite, le zèle. C'est la niaque, la passion, l'envie de travailler. Et enfin, la vigueur. C'est l'énergie, l'endurance physique et mentale pour aller au bout des choses. Et comme on disait pour Galton, hériter de l'un sans les 2 autres, ça ne mène nulle part. Et c'est vraiment là que son travail prend un autre tournant. Parce que si le talent est vraiment héréditaire,
Alors les implications ne sont plus seulement scientifiques, elles deviennent sociales, politiques. Galton a commencé à se poser la question: qu'est-ce qu'une société est censée faire avec une telle connaissance? Et c'est là, il faut le dire, que son héritage s'assombrit considérablement. Cette citation-là, elle est assez révélatrice de la direction que prenait sa pensée. Une direction assez dangereuse. En mettant en opposition les familles éminentes et les inaptes, Galton a commencé à poser les fondations de ce qui allait plus tard s'appeler l'eugénisme. Cette idée, très controversée, que la société devrait, en quelque sorte, encourager la reproduction des meilleurs et décourager celle des autres. Pourtant, au-delà de ces conclusions sociales très problématiques, l'enquête de Galton a cristallisé une question absolument fondamentale. D'ailleurs, c'est un fait intéressant, c'est lui qui a popularisé les termes qu'on utilise encore tout le temps aujourd'hui pour parler de ce grand débat scientifique, le fameux nature versus nurture, l'inné contre l'acquis. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question. Une question qui résonne toujours aussi fort, plus de 150 ans plus tard. Finalement, l'œuvre de Galton, aussi discutable soit-elle, nous force à réfléchir à ce lien si complexe entre ce que nous héritons et ce que nous devenons. Une interrogation qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1869.